Bonjour et bienvenue dans notre exploration des dynamiques humaines. Aujourd'hui, nous allons aborder un comportement relationnel subtil mais profondément déstabilisant, une tactique que nous illustrerons par la métaphore du pêcheur. Imaginez un instant un pêcheur, au bord d'un lac paisible. Que fait-il? Il lance sa ligne, ou jette ses filets dans l'eau. Il ne cherche pas un poisson en particulier, il attend simplement de voir ce qui va mordre. Son action est faite d'attente et d'espoir. Il espère une prise, n'importe laquelle, pourvu qu'elle soit intéressante. Gardez bien cette image en tête. Car dans le monde complexe des relations humaines, et plus particulièrement après une rupture ou dans des dynamiques toxiques, il existe des pêcheurs. Quel est le lien avec les relations émotionnellement instables? C'est précisément ce que nous allons décrypter. Le pêcheur est cette personne, souvent un ex-partenaire, qui pratique une forme légère et sporadique de ce que l'on appelle le hovering, cette tentative de vous aspirer à nouveau dans sa sphère. Ce ne sont pas toujours des personnalités narcissiques. Parfois, ce sont simplement des individus immatures sur le plan affectif, incapables de gérer la solitude ou le vide. Leur technique consiste à lancer une ligne de temps en temps, sans crier gare. Un SMS, un message privé sur les réseaux sociaux, qui surgit de nulle part. Des messages qui ressemblent à ceci: « Salut toi, ça va? Salut beauté, je te manque pas un peu? Ou encore, j'ai rêvé de toi cette nuit. » Dans cette métaphore, vous l'aurez compris, le poisson, c'est vous. Le message du pêcheur est presque toujours vague, léger, et souvent un peu flatteur. Il n'engage à rien. Son seul but est de voir si le poisson va mordre. Et qu'est-ce qu'une morsure? C'est n'importe quelle forme de réponse. Même un pouce vers le bas, même un « laisse-moi tranquille ». Le simple fait de réagir est une validation. C'est la preuve de vie que le pêcheur recherchait. Il sait maintenant que vous êtes toujours là, attentif à sa ligne. Si vous vous contentez d'accuser réception, le pêcheur essaiera peut-être de vous attirer un peu plus. Mais c'est ici que le jeu devient particulièrement pervers. Si vous répondez avec trop d'enthousiasme, si vous commencez à partager des détails de votre vie, à poser des questions sérieuses, ou à ne plus jouer le jeu de la légèreté, le pêcheur risque de se retirer. Le silence s'installe, ou il met simplement fin à sa petite partie de pêche avec vous. Inversement, si vous maintenez la conversation légère et enjouée, mais que vous tentez d'aller plus loin, par exemple, en proposant de vous voir ou de vous appeler, vous remarquerez des pauses de plus en plus longues dans ses réponses. Et la colère monte en vous. Vous vous dites, et voilà, ça recommence. Je me suis laissé avoir, et il ou elle disparaît à nouveau. C'est un schéma douloureux qui se répète, ce désengagement systématique au moment précis où vous espérez une connexion réelle. Puis, silence radio. Jusqu'à la prochaine fois, où il réapparaîtra comme si de rien n'était. Voici quelques exemples classiques de messages d'hameçonnage. Le SMS d'anniversaire qui arrive après des mois, voire des années de silence. Les vœux pour la nouvelle année, pour une fête nationale, ou toute autre occasion. Le message faussement inquiet. J'ai vu aux informations qu'il y avait une tempête près de chez toi, j'espère que tout va bien. Alors que l'épicentre était à des centaines de kilomètres. Le compliment gratuit. Salut beauté, ou je suis tombé sur une de tes photos, tu es rayonnante. La référence à un intérêt commun. Félicitations pour la victoire de ton équipe en finale. Le message qui crée un faux lien. Tiens, j'ai cru voir ta sœur à l'aéroport l'autre jour. Ou encore, le message d'autopromotion. Ça y est, je l'ai fait, j'ai acheté un bateau. Accompagné d'une photo de lui sur son fameux bateau. Vous voyez le principe. Le message du pêcheur est une simple incursion, une manière de tâter le terrain. Et c'est dangereux. C'est dangereux car ce message peut vous surprendre à un moment de vulnérabilité. Peut-être que vous vous sentez seul en ce jour de fête où il vous écrit. Peut-être que vous passez une mauvaise journée, que vous venez de vivre une autre déception amoureuse. Peut-être que la tempête était bien réelle, et que, ironiquement, vos amis proches n'ont pas pris de vos nouvelles, mais lui, le pêcheur narcissique, l'a fait. Ou à l'inverse, il peut vous attraper dans un moment de grande joie. Votre équipe a vraiment gagné, vous êtes euphorique, et votre garde est baissée. Le bonheur peut nous rendre moins vigilants. Ou peut-être que vous vous sentez fort, confiant dans votre guérison. Vous vous dites, c'est bon, je gère. J'ai tourné la page.
je peux bien échanger quelques banalités sans risque. Mais comprenez bien, ces messages sont l'essence même de la manipulation narcissique. Pour une telle personnalité, les gens de son passé restent une source potentielle d'approvisionnement narcissique. C'est un peu comme s'ils avaient une collection d'objets précieux, des montres, des stylos, des figurines, rangés dans une vitrine. De temps en temps, ils passent devant, admirent leur collection. Et parfois, ils ouvrent la vitrine, prennent un objet en main, l'admirent un instant, ressentent une satisfaction, puis le reposent à sa place et n'y pensent plus. Pour le pêcheur, vous êtes cet objet. Ces messages sont exaspérants, car en tant que destinataire, vous pourriez faire l'erreur de penser qu'il est cool ou supérieur de répondre de manière détachée, avec un simple emoji. Mais c'est une erreur, car le pêcheur est passé maître dans l'art de ramener le poisson juste assez près, sans jamais le sortir de l'eau. Il utilisera toutes les vieilles ruses. Vous faire rire, vous complimenter, vous donner une nouvelle surprenante à propos d'une connaissance commune. Parfois, il partagera une fausse vulnérabilité, une triste nouvelle pour susciter votre empathie. Et comme beaucoup d'entre nous sont empathiques, à un moment ou à un autre, on finit par mordre à l'appât. Et c'est là qu'on se fait ferrer. Une fois que la conversation est engagée, que l'échange s'installe, quelque chose commence à changer en vous. L'expédition de pêche semble prendre de l'ampleur. Elle peut même escalader vers des suggestions comme « on devrait s'appeler un de ces jours » ou « je serai dans ton coin dans les prochaines semaines, on pourrait se voir ». Ce moment est un carrefour crucial. Si vous pensez « oh, c'est sympa, un petit voyage léger et sans conséquences dans le passé », ou si vous vous dites de manière pragmatique qu'un appel sera plus efficace que des dizaines de SMS, vous êtes en danger. Car de minuscules échos de l'espoir, liés au trauma, peuvent refaire surface. Ou, au contraire, vous vous sentez si bien dans votre peau que vous pensez « parfait, je vais lui montrer ce qu'il a perdu ». Alors, vous répondez au pêcheur « bien sûr, appelle-moi maintenant si tu veux, je ne fais rien de spécial ». Et là, silence radio. Le son des criquets. Ou vous dites « super, je suis disponible ce week-end. Dis-moi ce qui t'arrange ». Leur réponse, s'il y en a une, sera un tissu de non-réponses évasives. « Oh, finalement je ne peux pas maintenant. Mon programme est encore flou. » Ou alors, ils esquivent complètement votre question et reviennent à leur badinage séducteur. Et vous voilà, frustré, et peut-être même en colère contre vous-même. Mais vous n'êtes pas un poisson. Vous êtes une personne, et vous êtes humain. Les liens traumatiques mettent du temps, beaucoup de temps à s'estomper. Paradoxalement, c'est souvent lorsque nous progressons dans notre guérison que nous devenons plus vulnérables à ce genre de non-sens. Car ils ne cherchent pas à concrétiser, et c'est en fin de compte une bénédiction. Mais vous pouvez quand même vous sentir idiot, en pensant « je n'arrive pas à croire que je me suis encore fait avoir », alors que je pensais avoir atteint une acceptation radicale. Imaginez la scène. La personne narcissique est simplement affalée sur son canapé, s'ennuyant, faisant défiler les contacts sur son téléphone. Et elle lance plusieurs petites lignes de pêche en même temps. Votre répartie en jouets n'est que le divertissement de sa soirée. Et non, vous n'êtes pas le seul. Et non, vous ne lui manquez pas. Oui, vous êtes une personne spéciale, mais le pêcheur n'a pas la capacité de le voir. Mais ce n'est pas parce qu'il ne peut pas le voir que ce n'est pas vrai. Cette technique n'est même pas un véritable overing. C'est de la pêche sportive. On lance la ligne, mais si l'on attrape un poisson, on le relâche aussitôt. Le moment où ils disparaissent, c'est lorsque vous essayez de rendre la conversation plus substantielle. C'est là que réside la honte que vous pouvez ressentir. Vous avez d'abord nagé intelligemment autour de l'appât, puis, voyant d'autres vers tomber dans l'eau, vous avez fini par prendre une petite bouchée. Et vous vous sentez terriblement mal que l'hameçon se soit planté dans votre bouche. L'expérience du pêcheur nous ramène à la superficialité fondamentale de ces relations. C'est ainsi que les personnalités narcissiques fonctionnent. C'est aussi un moyen pour elles de tester leur pouvoir, de voir si ces personnes du passé mordent encore à leur hameçon, ce qui, bien sûr, nourrit leur ego. Et leur ego a constamment besoin d'être nourri. Cela peut sembler hors de propos, mais suivez-moi. J'ai lu récemment une histoire fascinante sur les morues de l'Atlantique. Il y a quelques décennies, les morues que les pêcheurs attrapaient dans l'Atlantique Nord étaient énormes, parfois aussi grandes qu'un jeune enfant. Mais avec le temps, la morue a évolué.
Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus petites, elles tiennent dans la paume d'une main. Ce n'est pas parce que tous les gros poissons ont été pêchés. C'est parce que ceux qui ont survécu, ceux qui restent, ont évolué. Les survivants sont les morues qui étaient assez petites pour passer à travers les mailles du filet. La survie du plus apte. Mon espoir, c'est que cette connaissance, cette compréhension que nous partageons, soit votre propre histoire de la morue de l'Atlantique. Que vous évoluiez pour devenir capable de nager à travers les mailles du filet. Ne cédez pas aux lignes lancées dans l'eau. Ne devenez pas une simple histoire de pêche, aussi tentant que cela puisse paraître. Et surtout, soyez bienveillant envers vous-même si, par hasard, vous vous faites accrocher un instant. Soyez même reconnaissant lorsqu'il vous rejette à l'eau. Ça pique un moment, c'est vrai. Mais sur le long terme, c'est une victoire. C'est votre liberté. Si cette analyse vous a éclairé, n'hésitez pas à la partager. Un simple partage peut parfois aider une autre personne à ne pas mordre à l'hameçon. C'est un acte de solidarité qui renforce notre propre guérison.